Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une vingtaine de femmes traquées et arrêtées après une manifestation engagée dans les rues de la capitale du Cameroun. Ces femmes, exaspérées de subir l'escalade de la violence meurtrière, exigent un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone. Ces voix féminines maintiennent la pression sur le chef de l'État pour l'ouverture d'un dialogue politique en vue de résoudre et de mettre un terme à ces tensions observées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sénatorial 2018, à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, l'on note qu'il y a des curiosités dans la liste RDPC. La mise à l'écart de certains parlementaires alimente les conversations dans les chaumières du RDPC. Et autre curiosité, c'est la présence des 6 formations politiques qui visent les 7 sièges de sénateurs mis en jeu dans le littoral. Analyse et décryptage à suivre dans le chapitre politique du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Elles sont exaspérées de subir l'escalade de la violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone. Des femmes se sont mobilisées dans les rues de Yaoundé appartenant au mouvement Stand Up for Cameroon. Elles exigent un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone et demandent à rencontrer le chef de l'État afin qu'il ouvre un dialogue politique pour résoudre cette crise anglophone. Ces femmes ont été arrêtées après leur manifestation. Des précisions avec Élisée Bokba et Aïk Cyril. Dans les rues de Yaoundé, la cité capitale, des femmes crient leur colère. Regardez mon âge, j'ai 60 ans. Est-ce que je peux me lever pour venir jouer à Yaoundé? Regardez les femmes que j'ai amenées. On n'a pas de route, on n'a pas de lumière. Les écoles, même, on nous dit que l'école est gratuite, mais il n'y a pas. Il n'y a même pas de maître, même les professeurs dans l'Ombam. Pas de route. Moi, je suis cultivatrice, mais je ne peux pas écouler ma marchandise. Voilà toutes ces femmes que vous voyez derrière moi. C'est les mères d'enfants de 11 et 12 enfants. Moi, j'ai un enfant de 40 ans que j'achète encore le caleçon. Est-ce que c'est normal dans un pays qui se dit vraiment émergent? Les enfants vont à l'école, ne trouvent même pas de maîtresse dans les classes. On a doublé les femmes dans les classes. Et ces femmes-là sont les femmes des autorités de la ville qui ne tiennent même pas de peu aux enfants. Après, on dit que les enfants sont faibles à l'école, alors qu'on ne leur dispense pas normalement ce qu'il faut. Et pourquoi? Parce que les enseignants aussi, ils ont des problèmes. Vêtues de t-shirts noirs et tenant chacune un balai en main, ces femmes veulent débarrasser le Cameroun de la malgouvernance. Moi, j'ai 65 ans et je suis dehors parce que j'ai envoyé les enfants à l'école. Ils ont les bacs, ils ont des licences, sans même des docteurs, parce que j'ai envoyé les enfants à l'école. Ils ont les bacs, ils ont des licences, sans même des docteurs, mais ils ne foutent rien. On donne 150 000 francs de salaire à un docteur pour qu'il fasse quoi dans ce pays-ci? Les femmes sont devenues les hommes dans les ménages aujourd'hui parce qu'elles pensent que les enfants vont manger quoi. Quand les enfants ont faim, l'homme se retourne, il s'en va. Hein? Il s'en va pourquoi? Parce qu'il n'a le mot de poche est en train de le ronger. Où est parti l'argent du Cameroun? Je veux rencontrer le chef de l'État. J'ai besoin de lui dire 2 mots. Qu'on cause ensemble. Nos enfants comme tu là-bas partout. Donc, on en a marre. Ce pays ne va pas. Peut-être qu'il ne connaît pas. Les autres qui sont tout autour lui demandent que non, mon président, ça va très bien, ça va très bien. Moi, je vais le rencontrer, s'il te plaît. Si c'est que c'est une femme qui lui a accouché et c'est une femme qui lui a donné la vie, qui reçoivent les femmes. Parce que nous sommes les stars à lui dire la vérité. Les femmes en colère veulent rencontrer le chef de l'État pour lui présenter leurs doléances. Aujourd'hui, nous sommes debout pour demander un rendez-vous à monsieur le chef d'État, monsieur Paul Biya. Le pays va mal.
les nominations, c'est bien. Les élections, c'est bien. Mais il faut quelques préalables pour construire notre nation. Et nous, les femmes, nous sommes en train de demander un rendez-vous au chef de l'État pour qu'on discute de la situation du pays. Pour qu'on voit comment est-ce qu'on va améliorer les règles du jeu électoral pour qu'on puisse aller à de bonnes élections. Et surtout, comment est-ce qu'on va régler le problème de la femme. Le rendez-vous avec Paul Biya, croit-elle savoir, permettra de décrisper l'atmosphère en cette année électorale au Cameroun. À la veille de l'ouverture de la campagne électorale pour les sénatoriales 2018, des curiosités apparaissent sur les listes RDPC. Certains parlementaires n'ont pas été investis, pourtant ils étaient RDPC. Certains parlementaires n'ont pas été investis, pourtant ils étaient présents dans les listes RDPC lors de l'ouverture de ces sénatoriales en 2013. Et leur mise à l'écart alimente les sujets de conversation dans les chaumières du parti au pouvoir. Pendant ce temps, des hommes d'affaires très célèbres conduisent et sont tête de liste RDPC dans la région de l'Ouest. Et d'autres formations politiques sont très intéressées par les 7 sièges de sénateurs mis en jeu dans la région du littoral. Analyse et décryptage des curiosités des listes des candidats pour les sénatoriales 2018, c'est dans ce reportage de Guy Zogo. Le verdict de l'ECAM au sujet des listes des candidats appelés à concourir le 25 mars prochain lors des sénatoriales permet de noter quelques singularités. D'emblée, sur les candidats retenus par les partis politiques, on enregistre quelques mini-séismes dans le RDPC. Ainsi, dans le littoral, la secousse est si forte que des figures comme Roger Mbassandine et Jean-Jules Ebonguet ont trébuché. Il en est de même d'Emmanuel Nemde dans le centre, désormais suppléant, qui est remplacé par la bien nommée Eliane Kungu Edima, épouse d'une haute personnalité du Sérail. C'est également un coup de tonnerre dans le nord-ouest, où l'ancien premier ministre Simon Achidi Achou se voit éjecté de la liste du RDPC. Dans la région de l'Ouest, où le parti au pouvoir n'avait pu compétir en 2013, c'est un homme d'affaires réputé, Sylvestre Ngouchingue, qui conduira la liste de cette formation politique. Dans les autres partis, aucune vague n'est enregistrée, l'essentiel ayant consisté à présenter des listes. Quant aux circonscriptions courues, celle du littoral arrive en tête avec 7 formations politiques qui vont y prendre part au scrutin sénatorial. En l'occurrence, l'ANDP, le RDPC, le SDI repart au scrutin sénatorial. En l'occurrence, l'ANDP, le RDPC, le SDF, l'UDC, l'UNDP et l'UPC. Ce qui augure d'une élection très disputée. Pour ce qui est de la participation, si en 2013, 6 partis politiques seulement avaient pris part au scrutin, en 2018, ils seront 19. Le Conseil national de la communication vient de fixer la ligne de conduite à observer pour la couverture médiatique des sénatoriales 2018. L'équité, le professionnalisme, mais aussi la neutralité doivent être conjugués durant la collecte et le traitement des informations relatives à ces sénatoriales 2018. Élisée Bokba et Guy Zogo. Alors que la campagne électorale pour les sénatoriales va s'ouvrir, le Conseil national de la communication édicte les règles à observer pendant cette période. D'abord au sujet des émissions politiques. Toutes les émissions à caractère politique sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale. Les émissions relatives aux partis politiques sont également concernées. Les émissions d'expression directe des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale. L'organisme en charge de la communication réglemente aussi le déploiement des candidats aux élections. La présence des candidats dans toutes les autres émissions autres que celles prévues dans
le cadre de la campagne électorale et du traitement normal de l'information est proscrite. Quant aux hommes des médias, de l'information est proscrite. Quant aux hommes des médias piqués par le virus de la politique, le Conseil national de la communication précise qu'il leur est interdit d'apparaître à l'écran ainsi que de s'exprimer aux antennes. De plus, le CNC enjoint les médias de faire montre de transparence et d'équité dans le traitement réservé aux partis en lice au sénatorial. Un ensemble de règles qu'il faudra bien que le Conseil national de la communication surveille à la loupe, tant les écarts des médias publics ne font pas toujours l'objet d'observations ou de sanctions de sa part. Dans l'actualité, le carburant frelaté prend de l'ampleur au Cameroun. Une cargaison d'environ 30 000 litres a été saisie à l'entrée de Ngaoundéré et le gouverneur a démontré sa détermination à lutter contre la contrebande dans la région Château d'eau du Cameroun. Reportage avec Nadine Guanfo et Isabelle Carole Zoupet. Cette cargaison de carburant frelaté, à première vue ordinaire, et transportée dans ce camion, n'a pas échappé à la vigilance des gendarmes et autorités administratives engagées dans la lutte contre la contrebande dans l'Adamawa. 32 minutes, c'est une sérieuse cargaison qu'on vient de mettre hors d'état de nuit. Nous sommes déterminés à mener cette lutte jusqu'au bout, de manière plus efficace encore, parce que notre économie en prend un coup, le tissu économique est en péril et ce carburant est à l'origine de beaucoup de dégâts. Malgré cette saisie record de carburant frelaté, des interrogations fusent sur le circuit de transport des produits de la contrebande. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la source d'approvisionnement en carburant frelaté est installée au Nigeria. Et la porosité des frontières favorise l'invasion des produits est installée au Nigeria. Et la porosité des frontières favorise l'invasion des produits de la contrebande sur le marché camerounais. La chasse aux contrebandiers se poursuit, les ruses et stratégies se multiplient de part et d'autre, et c'est l'économie du Cameroun qui prend ainsi un coup. Comment optimiser la gestion en ressources, la gestion des ressources en eau dans le bassin du Congo? Des experts internationaux relèvent l'insuffisance des données fiables pour évaluer les richesses du bassin du Congo, identifier les menaces et pouvoir justement planifier la stratégie de rentabilisation des richesses du bassin du Congo. Explication avec Marcelin Gransop dans ce reportage. Du fait de ses nombreuses ressources en eau, le bassin du Congo présente un très fort potentiel d'aménagement et de développement économique régional. Le bassin du Congo constitue le deuxième réservoir mondial de ressources en eau douce. Donc, cette position constitue en elle-même un challenge. Mais au regard de son immensité, il est difficile de parcourir au pas ce territoire pour évaluer les ressources en eau. Or, nous avons besoin de connaître cette ressource pour programmer, planifier son utilisation. Malheureusement, seule une vingtaine de stations hydrométriques fonctionnent dans tout le bassin, contre plusieurs centaines par le passé. D'où l'urgence qu'il y a aujourd'hui à changer la donne, en mettant en place un système qui permet d'avoir des données réelles, issues du suivi hydrométéorologique de ce vaste territoire. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, dans le cadre d'un projet financé par l'Agence française de développement sur l'altimétrie spatiale. Et ce projet nous permet de générer les données sur les hauteurs d'eau du bassin du Congo à travers les prélèvements instituts et les technologies innovantes, à travers les prélèvements instituts et les technologies innovantes de l'altimétrie spatiale. Et la combinaison de ces deux technologies nous permet d'avoir des données fiables qui serviront comme des outils d'aide à la prise de décision par le gouvernement responsable de la gestion du bassin du Congo.
Cela permettrait alors de mieux planifier la gestion des ressources du bassin, en tenant compte par exemple des impacts des changements climatiques, devenus une réelle préoccupation. L'atelier d'aujourd'hui donc constitue un lieu de partage pour échanger avec les experts des pays, pour qu'ils maîtrisent cette technologie-là, pour l'implémenter dans nos pays et à terme réussir à connaître la ressource en eau dans le bassin du Congo. C'est en 1999 que les chefs d'État du Cameroun, de la Centrafrique et de la RDC ont créé la Commission internationale du bassin du Congo, avant d'être rejoints plus tard par le Gabon et l'Angola. Cette commission travaille à la dynamisation du secteur des transports par voie d'eau intérieure, ce qui est crucial pour le désenclavement régional que les chefs d'État des pays concernés appellent de tous leurs vœux. Dans le chaudron de la crise anglophone, le climat social et sécuritaire ne cesse de se dégrader. Une tentative d'enlèvement des élèves a été déjouée de justesse en milieu de semaine dans une école presbytérienne située à Batibo, dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest. Selon le ministre de l'administration territoriale, des assaillants à bord de motocyclettes ont attaqué les forces de défense assurant la garde de cette école. Le ministre Paul Atangandi affirme que l'intervention des forces de sécurité a mis en déroute les assaillants. Durant cette riposte, un soldat camerounais a perdu la vie et 3 élèves ont été blessés selon le ministre Paul Atangandi dans son communiqué la vie. Et 3 élèves ont été blessés selon le ministre Paul Atangandi dans son communiqué. Il explique comment les départements de la Momo et la Maniou sont devenus l'épicentre des agressions mortelles, enlèvements, mais aussi viols de filles mineures, des exactions attribuées aux assaillants qualifiés de milices terroristes. Dans le communiqué du ministre de l'administration territoriale, il indique avoir donné des instructions aux gouverneurs des 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour l'interdiction provisoire de l'exercice des activités de mototaxi dans plusieurs localités situées dans le département de la Momo, Ngok et Tundia, dans le Nord-Ouest. Une mesure d'interdiction de l'activité des mototaxis qui concerne également l'ensemble du département du Dian, certaines localités du Fako et de la Mémé dans la région du Sud-Ouest. Et restons dans le Sud-Ouest où il y a de nombreux déplacements des populations qui fuient les affres de la guerre contre les mouvements séparatistes. Selon les autorités nigérianes, près de 40 000 Camerounais ont trouvé refuge dans certaines localités situées à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Des précisions dans ce reportage de Derek Diator et Eric Martial Diomo. Localité d'Amana, dans l'état du Cross River, au Nigeria. Ici, un camp de réfugiés camerounais ayant fui le sud-ouest en raison des exactions liées à la crise anglophone. Ils sont plus de 2000 recensés dans ce camp. Depuis le début de la crise anglophone au Cameroun, près de 22 camps de réfugiés ont été formés dans le sud-est du Nigeria. L'on dénombre aujourd'hui plus de 40 000 Camerounais qui ont investi ces camps. À Amana, les conditions de vie des réfugiés et déplacés camerounais sont des plus exécrables. Nous avons trop de problèmes, notamment les sont des plus exécrables. Nous avons trop de problèmes, notamment des problèmes de logement, des problèmes liés à la nutrition. Des scènes de bagarres naissent très souvent, des disputes liées à de petites portions de nourriture. Pour les enfants, le tableau est encore plus sombre. Le gouvernement de l'État du Cross River multiplie les efforts pour encadrer ces déplacés et réfugiés camerounais, mais les besoins restent énormes, ceci malgré les aides et dons sporadiques que font différentes organisations. Au regard de cette situation humanitaire inquiétante, des femmes plaident pour la promotion du vivre ensemble et le retour des enfants à l'école dans les régions du sud-ouest. Des femmes qui ont défilé lors de la journée internationale de la femme sous haute surveillance militaire à Tombel. Évocation dans ce reportage de Jacques Molland et Jilingue Nyondé.
Dans une ambiance morose, avec un dispositif sécuritaire spécial affecté pour la circonstance, les femmes de l'arrondissement de Tombelle dans le coupé Manengouba participent à la grande parade du 8 mars, célébrant ainsi la journée internationale de la femme. Elles ont bravé les risques et brillé par leur courage en brandissant des pancartes sur lesquelles l'on pouvait lire leurs revendications. Il s'agit entre autres de voir les enfants des zones anglophones en crise retourner à l'école et surtout leur volonté de promouvoir le vivre ensemble. Les régions du sud-ouest et du nord-ouest, en crise depuis près de 2 ans, peinent à se relever. L'économie est en baisse. Les commerçantes affirment que les activités tournent au ralenti. Le problème des anglophones, ça a affecté les gens, ça a affecté les femmes beaucoup. Les femmes, beaucoup de femmes des anglophones, ça a affecté les gens, ça a affecté les femmes beaucoup. Les femmes, beaucoup de femmes n'ont pas posé le tenue parce qu'on a la crise économique. Donc, toutes les choses ne bougent pas, le marché, les femmes ne peuvent pas vendre le macabo. Nous ici, ça nous a fait beaucoup peur. Tout pas au marché. Il y a la peur, il y a on crée des troubles. Ah, ça nous a beaucoup baissé l'économie, ça a beaucoup baissé, ça joue beaucoup sur nous. Nous souhaiterons que vraiment que le gouvernement prenne des décisions pour que nous puissions aussi être aussi comme les autres femmes d'ailleurs. À Ebolova dans le sud, la 33e édition de la Journée internationale de la femme s'est célébrée sous fond de contestation. Les femmes dénoncent leur faible représentativité dans les instances de décision locales, le phénomène des unions libres et l'exploitation sexuelle des filles, entre autres. Aux dernières nouvelles, la vingtaine de femmes arrêtées à Yaoundé ce matin viennent d'être relâchées selon les responsables politiques du CPP et du mouvement Stand Up for Cameroun, une vingtaine de femmes qui participaient à une manifestation féminine visant à interpeller le chef de l'État sur la nécessité de mettre fin à ces tensions et escalades de violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone. Après le traditionnel défilé du 8 mars, toutes les femmes ont-elles cédé à l'envie de poursuivre les réjouissances sur les places mondaines? À Bouddha, des femmes ont choisi de rester en famille et de célébrer cette fête avec leurs collègues, un début de prise de conscience sur la dignité de la femme. Reportage Raphaël Teko, Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. À la fête du 8 mars 2018 à Bouddha, des femmes de cet arrondissement ont choisi de festoyer dans la dignité et la responsabilité, loin des débits de boissons et autres points chauds exposés aux excès et autres débordements réguliers, loin des débits de boissons et autres points chauds exposés aux excès et autres débordements régulièrement observés à cette occasion. Tenez par exemple, les femmes du corps de la justice et de la santé montrent le chemin à suivre en organisant chacune des réjouissances dans leurs services respectifs et d'autres dans leur domicile. Je me dis qu'à l'état à la maison, vraiment que j'ai fait autrement à l'extérieur. On se défoule, on a entendu des arrêts. Pour elle, la journée du 8 mars doit être un moment d'intense réflexion pour améliorer les conditions des femmes. Activité encore, les femmes ont organisé le jardin table autour du thème de la journée. Ce n'est pas l'occasion pour la femme de monter, de descendre, d'aller dans les bars, de déboucher, ou même de ne pas s'occuper de leur famille. Nous voulons juste que la femme comprenne qu'un jour où la femme est célébrée, la valeur de la femme est reconnue par tout un chacun. La programmation de ces réjouissances en plein jour permettrait ainsi aux femmes de retrouver le plus tôt possible leur domicile. Après avoir mené de nombreuses activités durant leur semaine, l'apothéose, c'était bien en début de matinée avec la parade des femmes cintrées dans leur tenue à la place des fêtes de Bouddha. Une célèbre féministe, journaliste engagée et grand reporter a rangé sa plume. Le décès de Pauline Poincier-Maninga a affligé toute la famille de la presse, mais aussi ses proches. Vous allez le découvrir dans ce reportage, des témoignages de ceux qui l'avaient employé pour la toute première fois en tant que journaliste, Benjamin Zébazé, et d'autres journalistes qui témoignent sur une femme exceptionnelle
qui vient de décéder. Reportage Innocent Abega et Gladys Sidi. Au siège du journal. Reportage Innocent Abega et Gladys Sidi. Au siège du journal Le Jour, à Douala, le bureau de Pauline Poincier est vide. Une onde de choc a envahi la rédaction de ce quotidien. Pauline Poincier fait son entrée dans la presse durant les années de braise et séduit les lecteurs par la fermeté de ses idées et ses positions bien tranchées. Quand j'ai écrit mon journal Cheval de Douala en 1990, un midi est venu me voir. Nous avons passé de 13h à, je sais pas, 15, 16, 17h à causer. Et elle m'a apporté une série de poèmes. Et en discutant avec elle, je lui ai demandé quel était son niveau scolaire. Elle m'a dit le BPC. Je suis scandalisé. Avec le BPC écrit, moi je ne pouvais pas écrire ce qu'elle écrivait. Alors je lui ai proposé de venir faire un stage au journal. Elle m'a dit jamais ne sera journaliste. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit mais comment? Dans Challenge Hebdo, Célestin Mamba écrit. Et le professeur Tchéo écrit. Le professeur Ambroise comme écrit. Comment que moi je vais venir avec mon BPC? Il dit non, il ne faut pas t'inquiéter. Tous ces gens qui sont dans le journal et qui ont des licences, tout peut écrire comme toi. Et comme il n'y avait aucune femme dans la presse écrite, aucune, à ma connaissance, j'ai donc décidé qu'elle serait la première à écrire dans un journal. Elle est entrée au moment où la presse était en plein foisonnement, dans un climat national d'ébullition, et ce qui fait que c'était un peu en fait dans son tempérament, et elle a commencé, elle a plongé dans le bain tout de suite et s'est fait remarquer par ses articles électriques, par son style de choc et par sa façon très tranchée de traiter les problèmes de démocratie, de liberté de la presse et même d'alternance. Elle aura, jusqu'aux ultimes heures de son existence, bénéficié du soutien de ses collègues et confrères qui se sont relayés à son chevet à l'hôpital La Cantini de Douala. Jusqu'à ces derniers instants, Pauline Poincier Maïga était de cette rédaction de Douala. Même au début de sa maladie, elle a été de cette rédaction de Douala. Même au début de sa maladie, elle a tout fait pour être présente, mais à un moment donné, c'était plus possible pour elle d'être là. Elle a été admise à l'hôpital. Ses collègues se sont relayés jusqu'au moment où les médecins ne voulaient plus de visite. Ce dont on peut se rappeler, surtout, c'est lorsqu'elle a demandé qu'on remercie les journalistes camerounais qui se mobilisaient pour elle, qui venaient à son chevet. Et sentant ses forces diminuer, elle avait souhaité que la presse continue de l'accompagner et qu'elle voudrait, au cas où elle venait à partir, être accompagnée par l'ensemble des journalistes parce que c'est le journalisme qui est le métier qu'elle a toujours aimé. Terrassée par la maladie depuis plusieurs mois, elle était de moins en moins présente sur les plateaux de télévision. Les téléspectateurs d'Equinox Télévision ont par exemple apprécié ses passages dans les programmes tels que Paroles de femmes, Dimanche avec vous, Droit de réponse ou encore Disons tout. Dimanche avec vous, DAV. DAV aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Pauline Poincier Maïga. Ça va une fois de plus? Maintenant que tu parles, oui, ça va. Épousée à 42 ans, un enfant de 18 ans. Maman, si je la vois, je la salue. Durant plusieurs années, elle a aguiché les lecteurs, agacé les politiques avec ses chroniques. Elle prenait la liberté de critiquer et, dans une moindre mesure, de garder sa neutralité. Jusqu'à son décès, Pauline Poincier était responsable régional, littoral et sud-ouest du quotidien Le Jour. À présent, des reportages dans ce journal. Les supermarchés d'œuvres ont organisé des conférences, débats et des activités ludiques pour la célébration de la Journée internationale de la femme et notamment réservées pour le personnel féminin des supermarchés d'œuvres. Reportage.
Au menu de la célébration du 8 mars à Dorf, 2 plats de résistance ont été servis. Le premier était un cortail bien fourni de conseils sur l'importance de la pratique du sport et sur la nécessité de bien se nourrir. À la manœuvre, des experts en la matière qui ont entretenu une foule nombreuse, constituée de femmes et d'hommes, assoiffés de connaissances. Quand je mange, je voudrais que vous nous dites exactement à quel moment de la journée on doit consommer de l'eau. La réponse à cette question a été plutôt claire, comme l'eau de roche. De façon scientifique, il est préférable de consommer les fruits à jeûne. Pourquoi est-ce qu'il est préférable de consommer les fruits à jeûne? Les fruits contiennent des micronutriments dont l'absorption au niveau de l'intestin est complexe. Si on mélange ces fruits à d'autres aliments, il risque d'avoir des interactions. Les autres aliments vont empêcher l'absorption de ces nutriments. D'autres préoccupations de haute importance ont permis au personnel de Dorf de s'abreuver à la bonne source. Une fois cette première séquence de l'utile bouclée, l'on est passé à la deuxième, relative au thème de la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Occasion pour le personnel féminin de Dorf de saluer les avancées enregistrées sur le chemin de leur promotion et de leur émancipation professionnelle. Le constat est d'ailleurs patent au sein de notre groupe, où le développement de l'entreprise s'est fait de manière parallèle au développement de notre groupe. Où le développement de l'entreprise s'est fait de manière parallèle au développement de la femme en son sein. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à adresser une fois de plus un vibrant merci à M. Tanier Noubisi Philippe, président directeur général, sur cette marque de confiance faite aux femmes qui portent ses fruits. En tant que femmes, au niveau de Dorf, nous nous sentons vraiment honorés parce que le thème de cette année est inscrit en droite ligne avec le sentiment que le directeur général a pour nous, les femmes au sein de l'entreprise de Dorf. En effet, le thème de cette année, intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard de femmes, est pleinement respecté à Dorf parce que chez nous, il n'y a pas de discrimination. Nous rencontrons des femmes à tous les postes de responsabilité au sein de l'entreprise. Avec les hommes, nous sommes en synergie pour justement renforcer le développement durable. I am the assistant supervisor in one of the agencies. My general director promotes women a lot. There is no gender discrimination in Dorf. In Dorf, women have the opportunity to express themselves, to give what they were taught to give. Le tableau de l'utile étant bouclé, l'on est passé au deuxième plat de résistance, à savoir l'agréable. Une séquence rythmée par des interprétations musicales et autres prestations artistiques. Preuve qu'à Dorf, les talents s'expriment dans tous les domaines. À chacune des étapes de cette célébration, les femmes ont bénéficié du précieux soutien du personnel masculin de Dorf. Preuve qu'entre les deux, le courant passe plutôt bien. La fête s'est achevée en beauté autour d'un repas bien arrosé. La fête s'est achevée en beauté autour d'un repas bien arrosé et quelques déhanchements cadencés au son et rythme des musiques d'ici et d'ailleurs. Rendez-vous a été pris pour la 34e édition avec l'engagement ferme des femmes de Dorf à toujours donner le meilleur d'elles-mêmes pour l'expansion de l'entreprise. Le groupe bancaire Ecobank et sa microfinance ont mobilisé le personnel féminin à travers des activités sportives, des actions caritatives, mais aussi des manifestations culturelles lors de la Journée internationale des droits des femmes. Reportage. Ce sont les pensionnaires de l'orphelinat de l'offre des sans-voix au quartier PK9 à Douala qui donnent ainsi de la voix. Deux êtres chers manquent à chacun de ces tout petits, mais tout n'est pourtant pas dépeuplé. Ce 8 mars,
Les mamans attentionnées de Pan-African Savings and Loans sont à leur côté. Dans leur gibecière, des sacs de riz, de l'huile végétale, des pâtes alimentaires, du sel, etc. À chaque édition de la femme, nous nous rendons auprès des enfants et comme vous le savez, c'est des enfants qui n'ont pas demandé à naître. Donc pour nous, c'est un élan de générosité, de proximité. Vous savez, la proximité fait partie de notre valeur. Et autant nous sommes proches de nos clients, autant nous sommes proches des plus démunis. C'est un acte supplémentaire dans l'engagement social de la microfinance citoyenne. La culture de cet esprit de solidarité commence même déjà au sein de l'entreprise. Quoi de mieux que le sport pour booster les solidarités commence même déjà au sein de l'entreprise. Quoi de mieux que le sport pour booster les énergies et les résultats certainement. Entre footing et étirement, les belles dames de Pan-African sous l'encadrement bienveillant des collègues hommes et surtout de l'administrateur directeur général ne se sont pas laissés faire au parcours Vita. Donc aujourd'hui, il est important pour nous qu'on magnifie cet esprit d'équipe parce qu'on est en famille, on n'est plus entre directeurs et employés, mais c'est la grande famille de Pan-African Savings and Loans qui est réunie aujourd'hui à ce lieu mythique de sport pour pouvoir fêter la femme, mais aussi fêter la relation qui nous lie tous les jours. C'est vrai que le bureau de travail, le travail au bureau, ça stresse. C'est pour ça, comme on se dit, de temps en temps, il faut laisser le train-train quotidien pour venir s'épanouir, penser à autre chose, pour épuiser davantage d'énergie pour affronter une semaine ou bien un mois qui commence comme celui-ci, avec beaucoup plus d'énergie. L'énergie, c'est ce à quoi ont eu droit les nombreux clients de Pan-African venus déguster la richesse de l'offre culinaire nationale à la fois gastro organisée par nos Amazones de la microfinance. Entre du héros, du Mbongo Chobi, du Nkondré, du Ndolé entre autres, le choix est cornélien pour les convives. Nous voulons montrer à tout notre entourage et à tous nos clients que nous avons d'autres atouts. Et pour cette raison, nous avons pensé à cette foire gastronomique pour faire plaisir à nos clients et à tout notre entourage. Je crois que vous avez découvert les menus diversifiés de tout le territoire camerounais et bien au-delà. Des talents culinaires, mais aussi des beautés légendaires. La Miss Pan-African 2018 reçoit sa couronne après une compétition faite de suspense jusqu'au bout. Un package d'activités pour l'épanouissement de la femme et la concrétisation de l'objectif de Pan-African Savings and Loans au Cameroun, devenir le leader du marché de la microfinance du pays. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h. L'émission Tendance économique et autour de 21h, l'émission Horizon Sport sur Equinox Télévision. Bonne soirée sous cette même antenne. Concerner les émissions d'expression directe des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale. L'organisme en charge de la communication réglemente aussi le déploiement des candidats aux élections. La présence des candidats dans toutes les autres émissions autres que celles prévues dans le cadre de la campagne électorale et du traitement normal de l'information est proscrite. Quant aux hommes des médias, de l'information est proscrite. Quant aux hommes des médias piqués par le virus de la politique, le Conseil national de la communication précise qu'il leur est interdit d'apparaître à l'écran ainsi que de s'exprimer aux antennes. De plus, le CNC enjoint les médias de faire montre de transparence et d'équité dans le traitement réservé aux partis en lice au sénatorial.
un ensemble de règles qu'il faudra bien que le Conseil national de la communication surveille à la loupe, tant les écarts des médias publics ne font pas toujours l'objet d'observations ou de sanctions de sa part. Dans l'actualité, le carburant frelaté prend de l'ampleur au Cameroun. Une cargaison d'environ 30 000 litres a été saisie à l'entrée de Ngaoundéré et le gouverneur a démontré sa détermination à lutter contre la contrebande dans la région Château d'eau du Cameroun. Reportage avec Nadine Guanfo et Isabelle Carole Zoupet. Cette cargaison de carburant frelaté, à première vue ordinaire, et transportée dans ce camion, n'a pas échappé à la vigilance des gendarmes et autorités administratives engagées dans la lutte contre la contrebande dans l'Adamawa. En 2 minutes, c'est une sérieuse cargaison qu'on vient de mettre hors d'état de nuit. Nous sommes déterminés à mener cette lutte jusqu'au bout, de manière plus efficace encore. Parce que notre économie en prend un coup, le tissu économique est en péril et ce carburant est à l'origine de beaucoup de dégâts. Malgré cette saisie record de carburant frelaté, des interrogations fusent sur le circuit de transport des produits de la contrebande. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la source d'approvisionnement en carburant frelaté est installée au Nigeria. Et la porosité des frontières favorise l'invasion des produits est installée au Nigeria. Et la porosité des frontières favorise l'invasion des produits de la contrebande sur le marché camerounais. La chasse aux contrebandiers se poursuit, les ruses et stratégies se multiplient de part et d'autre, et c'est l'économie du Cameroun qui prend ainsi un coup. Comment optimiser la gestion en ressources, la gestion des ressources en eau dans le bassin du Congo? Des experts internationaux relèvent l'insuffisance des données fiables pour évaluer les richesses du bassin du Congo, identifier les menaces et pouvoir justement planifier la stratégie de rentabilisation des richesses du bassin du Congo. Explication avec Marcelin Gransop dans ce reportage. Du fait de ses nombreuses ressources en eau, le bassin du Congo présente un très fort potentiel d'aménagement et de développement économique régional. Le bassin du Congo constitue le 2e réservoir mondial de ressources en eau douce. Donc, cette position constitue en elle-même un challenge. Mais au regard de son immensité, il est difficile de parcourir au pas ce territoire pour évaluer les ressources en eau. Or, nous avons besoin de connaître cette ressource pour programmer, planifier son utilisation. Malheureusement, seule une vingtaine de stations hydrométriques fonctionnent dans tout le bassin, contre plusieurs centaines par le passé. D'où l'urgence qu'il y a aujourd'hui à changer la donne, en mettant en place un système qui permet d'avoir des données réelles, issues du suivi hydrométéorologique de ce vaste territoire. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, dans le cadre d'un projet financé par l'Agence française de développement sur l'altimétrie spatiale. Et ce projet nous permet de générer les données sur les hauteurs d'eau du bassin du Congo, à travers les prélèvements instituts et les technologies innovantes, à travers les prélèvements instituts et les technologies innovantes de l'altimétrie spatiale. Et la combinaison de ces deux technologies nous permet d'avoir des données fiables qui serviront comme des outils d'aide à la prise de décision par le gouvernement responsable de la gestion du bassin du Congo. Cela permettrait alors de mieux planifier la gestion des ressources du bassin, en tenant compte par exemple des impacts des changements climatiques, devenus une réelle préoccupation. L'atelier d'aujourd'hui donc constitue un lieu de partage pour échanger avec les experts des pays, pour qu'ils maîtrisent cette technologie-là, pour l'implémenter dans nos pays et à terme réussir à connaître la ressource en eau dans le bassin du Congo. C'est en 1999 que les chefs d'État du Cameroun, de la Centrafrique et de la RDC ont créé la Commission internationale du bassin du Congo, avant d'être rejoints plus tard par le Gabon et l'Angola. Cette commission travaille à la dynamisation du secteur des transports par voie d'eau intérieure.
ce qui est crucial pour le désenclavement régional que les chefs d'État des pays concernés appellent de tous leurs vœux. Dans le chaudron de la crise anglophone, le climat social et sécuritaire ne cesse de se dégrader. Une tentative d'enlèvement des élèves a été déjouée de justesse en milieu de semaine dans une école presbytérienne située à Batibo, dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest. Selon le ministre de l'administration territoriale, des assaillants à bord de motocyclettes ont attaqué les forces de défense assurant la garde de cette école. Le ministre Paul Atangandi affirme que l'intervention des forces de sécurité a mis en déroute les assaillants. Durant cette riposte, un soldat camerounais a perdu la vie et 3 élèves ont été blessés selon le ministre Paul Atangandi dans son communiqué. La vie et 3 élèves ont été blessés selon le ministre Paul Atangandi dans son communiqué. Il explique comment les départements de la Momo et la Maniou sont devenus l'épicentre des agressions mortelles, enlèvements, mais aussi viols de filles mineures, des exactions attribuées aux assaillants qualifiés de milices terroristes. Dans le communiqué du ministre de l'administration territoriale, il indique avoir donné des instructions aux gouverneurs des 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour l'interdiction provisoire de l'exercice des activités de mototaxi dans plusieurs localités situées dans le département de la Momo, Ngok et Tundia, dans le Nord-Ouest. Une mesure d'interdiction de l'activité des mototaxis qui concerne également l'ensemble du département du Dian, certaines localités du Fako et de la Mémé dans la région du Sud-Ouest. Et restons dans le Sud-Ouest où il y a de nombreux déplacements des populations qui fuient les affres de la guerre contre les mouvements séparatistes. Selon les autorités nigérianes, près de 40 000 Camerounais ont trouvé refuge dans certaines localités situées à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Des précisions dans ce reportage de Derek Diator et Eric Martial Diomo. Localité d'Amana, dans l'état du Cross River, au Nigeria. Ici, un camp de réfugiés camerounais ayant fui le sud-ouest en raison des exactions liées à la crise anglophone. Ils sont plus de 2000 recensés dans ce camp. Depuis le début de la crise anglophone au Cameroun, près de 22 camps de réfugiés ont été formés dans le sud-est du Nigeria. L'on dénombre aujourd'hui plus de 40 000 Camerounais qui ont investi ces camps. À Amana, les conditions de vie des réfugiés et déplacés camerounais sont des plus exécrables. Nous avons trop de problèmes, notamment les sont des plus exécrables. Nous avons trop de problèmes, notamment des problèmes de logement, des problèmes liés à la nutrition. Des scènes de bagarres naissent très souvent, des disputes liées à de petites portions de nourriture. Pour les enfants, le tableau est encore plus sombre. Le gouvernement de l'État du Cross River multiplie les efforts pour encadrer ces déplacés et réfugiés camerounais, mais les besoins restent énormes, ceci malgré les aides et dons sporadiques que font différentes organisations. Au regard de cette situation humanitaire inquiétante, des femmes plaident pour la promotion du vivre ensemble et le retour des enfants à l'école dans les régions du Sud-Ouest. Des femmes qui ont défilé lors de la journée internationale de la femme sous haute surveillance militaire à Tombel. Évocation dans ce reportage de Jacques Mollan et Jilingue Nyondé. Dans une ambiance morose, avec un dispositif sécuritaire spécial affecté pour la circonstance, les femmes de l'arrondissement de Tombel dans le coupé Manengouba participent à la grande parade du 8 mars, célébrant ainsi la journée internationale de la femme. Elles ont bravé les risques et brillé par leur courage en brandissant des pancartes sur lesquelles l'on pouvait lire leurs revendications. Il s'agit entre autres de voir les enfants des zones anglophones en crise retourner à l'école et surtout leur volonté de promouvoir le vivre ensemble. Les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, en crise depuis près de 2 ans, peinent à se relever. L'économie est en baisse. Les commerçantes affirment que les activités tournent au ralenti.
Le problème des anglophones, ça a affecté les gens, ça a affecté les femmes beaucoup. Les femmes, beaucoup de femmes des anglophones, ça a affecté les gens, ça a affecté les femmes beaucoup. Les femmes, beaucoup de femmes n'ont pas cousu le tenue parce qu'on a la crise économique. Toutes les choses, ça ne bouge pas le marché, les femmes ne peuvent pas vendre le macabo. Nous ici, ça nous a fait beaucoup peur. Tu parles au marché, il y a la peur, il y a on crée des troubles. Ça nous a beaucoup baissé l'économie, ça a beaucoup baissé, ça joue beaucoup sur nous. Nous souhaiterons que vraiment que le gouvernement prenne des décisions pour que nous puissions aussi être aussi comme les autres femmes d'ailleurs. À Ebolova dans le sud, la 33e édition de la Journée internationale de la femme s'est célébrée sous fond de contestation. Les femmes dénoncent leur faible représentativité dans les instances de décision locales, le phénomène des unions libres et l'exploitation sexuelle des filles, entre autres. Aux dernières nouvelles, la vingtaine de femmes arrêtées à Yaoundé ce matin viennent d'être relâchées selon les responsables politiques du CPP et du mouvement Stand Up for Cameroun, une vingtaine de femmes qui participaient à une manifestation féminine visant à interpeller le chef de l'État sur la nécessité de mettre fin à ces tensions et escalades de violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone. Après le traditionnel défilé du 8 mars, toutes les femmes ont-elles cédé à l'envie de poursuivre les réjouissances sur les places mondaines? À Bouddha, des femmes ont choisi de rester en famille et de célébrer cette fête avec leurs collègues, un début de prise de conscience sur la dignité de la femme. Reportage Raphaël Tchoko, Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. À la fête du 8 mars 2018 à Bouddha, des femmes de cet arrondissement ont choisi de festoyer dans la dignité et la responsabilité, loin des débits de boissons et autres points chauds exposés aux excès et autres débordements réguliers, loin des débits de boissons et autres points chauds exposés aux excès et autres débordements régulièrement observés à cette occasion. Tenez par exemple, les femmes du corps de la justice et de la santé montrent le chemin à suivre en organisant chacune des réjouissances dans leurs services respectifs et d'autres dans leur domicile. Je me dis qu'à l'état à la maison, vraiment, qui j'ai fait, contrairement à l'extérieur, on se défoule, on a entrevu des arrêts. Pour elle, la journée du 8 mars doit être un moment d'intense réflexion pour améliorer les conditions des femmes. Pour activité encore, les femmes ont organisé le jardin table autour du thème de la journée. Ce n'est pas l'occasion pour la femme de monter, de descendre, d'aller dans les bars, de déboucher, ou même de ne pas s'occuper de leur famille. Nous voulons juste que la femme comprenne. Et c'est une femme qui lui a donné la vie, qui reçoivait les femmes. Parce que nous sommes les stars à lui dire la vérité. Les femmes en colère veulent rencontrer le chef de l'État pour lui présenter leurs doléances. Aujourd'hui, nous sommes debout pour demander un rendez-vous à monsieur le chef d'État, monsieur Paul Biya. Le pays va mal. Les nominations, c'est bien. Les élections, c'est bien. Mais il faut quelques préalables pour construire notre nation. Et nous, les femmes, nous sommes en train de demander un rendez-vous au chef de l'État pour qu'on discute de la situation du pays, pour qu'on voit comment est-ce qu'on va améliorer les règles du jeu électoral, pour qu'on puisse aller à de bonnes élections. Et surtout, comment est-ce qu'on va régler le problème de la femme. Le rendez-vous avec Paul Biya, croit-elle savoir, permettra de décrisper l'atmosphère en cette année électorale au Cameroun. À la veille de l'ouverture de la campagne électorale pour les sénatoriales 2018, des curiosités apparaissent sur les listes RDPC. Certains parlementaires n'ont pas été investis, pourtant ils étaient RDPC. Certains parlementaires n'ont pas été investis, pourtant ils étaient présents dans les listes RDPC lors de l'ouverture de ces sénatoriales en 2013. Et leur mise à l'écart alimente les sujets de conversation dans les chaumières du parti au pouvoir. Pendant ce temps, des hommes d'affaires très célèbres conduisent et sont tête de liste RDPC dans la région de l'Ouest. Et d'autres formations politiques sont très intéressées par les 7 sièges de sénateurs mis en jeu dans la région du littoral.
analyse et décryptage des curiosités des listes des candidats pour les sénatoriales 2018. C'est dans ce reportage de Guy Zogo. Le verdict de l'ECAM au sujet des listes des candidats appelés à concourir le 25 mars prochain lors des sénatoriales permet de noter quelques singularités. D'emblée, sur les candidats retenus par les partis politiques, on enregistre quelques mini-séismes dans le RDPC. Ainsi, dans le littoral, la secousse est si forte que des figures comme Roger Mbassandine et Jean-Jules Ebonguet ont trébuché. Il en est de même d'Emmanuel Nemde dans le centre, désormais suppléant, qui est remplacé par la bien nommée Eliane Kungu Edima, épouse d'une haute personnalité du Sérail. C'est également un coup de tonnerre dans le nord-ouest, où l'ancien premier ministre Simon Achidi Achou se voit éjecté de la liste du RDPC. Dans la région de l'Ouest, où le parti au pouvoir n'avait pu compétir en 2013, c'est un homme d'affaires réputé, Sylvestre Ngouchingue, qui conduira la liste de cette formation politique. Dans les autres partis, aucune vague n'est enregistrée, l'essentiel ayant consisté à présenter des listes. Quant aux circonscriptions courues, celle du littoral arrive en tête avec 7 formations politiques qui vont y prendre part au scrutin sénatorial. En l'occurrence, l'ANDP, le RDPC, le SDI repart au scrutin sénatorial. En l'occurrence, l'ANDP, le RDPC, le SDF, l'UDC, l'UNDP et l'UPC. Ce qui augure d'une élection très disputée. Pour ce qui est de la participation, si en 2013, 6 partis politiques seulement avaient pris part au scrutin, en 2018, ils seront 19. Le Conseil national de la communication vient de fixer la ligne de conduite à observer pour la couverture médiatique des sénatoriales 2018. L'équité, le professionnalisme, mais aussi la neutralité doivent être conjugués durant la collecte et le traitement des informations relatives à ces sénatoriales 2018. Élisée Bokba et Guy Zogo. Alors que la campagne électorale pour les sénatoriales va s'ouvrir, le Conseil national de la communication édicte les règles à observer pendant cette période. D'abord au sujet des émissions politiques. Toutes les émissions à caractère politique sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale. Les émissions relatives aux partis politiques sont également Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une vingtaine de femmes traquées et arrêtées après une manifestation engagée dans les rues de la capitale du Cameroun. Ces femmes, exaspérées de subir l'escalade de la violence meurtrière, exigent un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone. Ces voix féminines maintiennent la pression sur le chef de l'État pour l'ouverture d'un dialogue politique en vue de résoudre et de mettre un terme à ces tensions observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sénatorial 2018, à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, l'on note qu'il y a des curiosités dans la liste RDPC. La mise à l'écart de certains parlementaires alimente les conversations dans les chaumières du RDPC. Et autre curiosité, c'est la présence des 6 formations politiques qui visent les 7 sièges de sénateurs mis en jeu dans le littoral. Analyse et décryptage à suivre dans le chapitre politique du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Elles sont exaspérées de subir
l'escalade de la violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone, des femmes se sont mobilisées dans les rues de Yaoundé appartenant au mouvement Stand Up for Cameroon. Elles exigent un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone et demandent à rencontrer le chef de l'État afin qu'il ouvre un dialogue politique pour résoudre cette crise anglophone. Ces femmes ont été arrêtées après leur manifestation. Des précisions avec Élisée Bokba et Aïk Cyril. Dans les rues de Yaoundé, la cité capitale, des femmes crient leur colère. Regardez mon âge, j'ai 60 ans. Est-ce que je peux me lever pour venir jouer à Yaoundé? Regardez les femmes que j'ai amenées. On n'a pas de route, on n'a pas de lumière. Les écoles, même, on nous dit que l'école est gratuite, mais il n'y a pas. Il n'y a même pas de maître, même les professeurs dans l'Ombam. Pas de route. Moi, je suis cultivatrice, mais je ne peux pas écouler ma marchandise. Voilà toutes ces femmes que vous voyez derrière moi. C'est les mères d'enfants de 11 et 12 enfants. Moi, j'ai un enfant de 40 ans que j'achète encore le caleçon. Est-ce que c'est normal dans un pays qui se dit vraiment émergent? Les enfants vont à l'école, ne trouvent même pas de maîtresse dans les classes. On a doublé les femmes dans les classes. Et ces femmes-là sont les femmes des autorités de la ville qui ne tiennent même pas de peu aux enfants. Après, on dit que les enfants sont faibles à l'école. Alors qu'on ne les dispense pas normalement ce qu'il faut. Et pourquoi? Parce que les enseignants aussi, ils ont des problèmes. Vêtues de t-shirts noirs et tenant chacune un balai en main, ces femmes veulent débarrasser le Cameroun de la malgouvernance. Moi, j'ai 65 ans et je suis dehors parce que j'ai envoyé les enfants à l'école. Ils ont les bacs, ils ont des licences, sans même des docteurs, parce que j'ai envoyé les enfants à l'école. Ils ont les bacs, ils ont des licences, sans même des docteurs, mais ils ne foutent rien. On donne 150 000 francs de salaire à un docteur pour qu'il fasse quoi dans ce pays-ci? Les femmes sont devenues les hommes dans les ménages aujourd'hui parce qu'elles pensent que les enfants vont manger quoi. Quand les enfants ont faim, l'homme se retourne, il s'en va. Hein? Il s'en va pourquoi? Parce qu'il n'a le mot de poche est en train de le ronger. Où est parti l'argent du Cameroun? Je veux rencontrer le chef de l'État. J'ai besoin de lui dire 2 mots. Qu'on cause ensemble. Nos enfants comme tu là-bas partout. Donc, on en a marre. Ce pays ne va pas. Peut-être qu'il ne connaît pas. Les autres qui sont tout autour lui demandent que non, mon président, ça va très bien, ça va très bien. Moi, je vais le rencontrer, s'il te plaît. Si c'est que c'est une femme qui lui a